Bonjour à tous, merci de vous asseoir. Merci de vous asseoir, nous reprenons les débats. Nous avons une première discussion qui aura lieu entre Jean-François Bergmann et Jean-Luc Arousseau et animée par Jean-François Lemoyne. Le thème en est « Entre liberté de prescrire et nécessité de réguler, que faire ?» Ça intéressera particulièrement mes confrères. Voilà, Jean-Luc Arousseau, Jean-François Bergmann, Jean-François Lemoyne. Merci, bonjour à tous, merci d'avoir été aussi matinaux pour débattre. Alors, vous savez, je suis médecin de formation, mais journaliste dans l'âme, et quand l'actualité rattrape le thème de la discussion, elle peut bouleverser l'approche du sujet, c'est le cas ce matin. Je vous rappelle le thème, liberté de prescrire. Alors, les médecins, profession libérale, par excellence, ils sont dans la rue. Nécessité de réguler, les prescripteurs et les industriels du médicament sont vent debout depuis la publication ce jeudi d'une mesure qui touche la prescription de médicaments contre le cholestérol. Je vous le rappelle, à partir du 1er novembre, les médecins devront soumettre une demande à l'assurance maladie avant de prescrire du Crestor et des Estrol à leurs patients. Une mesure bien évidemment contestée par les intéressés, qui a mis vent debout la CSMF, les cardiologues et un bon nombre de généralistes. C'est pas tout. Il semble que la concertation n'ait pas été le fort de cette mesure. Qui était au courant de cette publication ? On n'est pas persuadé que tout le monde l'était. Enfin, comme il est là, je voudrais remercier le directeur de l'assurance maladie de ce cadeau à l'animateur de cette table ronde. Vous savez, quand il y a un problème d'une crise, on essaye toujours d'avoir des spécialistes. Alors malheureusement, c'est dans l'actualité, quand l'armée française est engagée quelque part, on fait toujours venir un général à la retraite qui vous explique tout ce que vous n'avez pas compris. On a la chance d'avoir ce général. Il est à ma gauche, si j'ose dire. Jean-François Bergmann, voix de la compétence incontestable sur le médicament, libéré de ses fonctions administratives, je vous rappelle qu'il était vice-président de la transparence et de l'AMM. Il use de ses libertés pour délivrer une parole, je dirais, libéro-crypto-stalinienne sur le médicament, appuyée quand même par une vraie compétence toujours sur le terrain, mais c'est quelqu'un de très écouté. À ma droite, le président de la chaise, j'ai dit à ma droite alors que je me mettrais plutôt au centre, mais quelqu'un d'attaché à libéral. On oublie toujours que Jean-Luc Arousseau a une compétence internationale comme hématologue. Je peux vous dire que j'ai été dans des congrès aux États-Unis avec lui. C'est une voix très écoutée dans le myélome. Alors, le myélome, on ne va pas en parler ce matin. Mais il faut savoir qu'on a quelqu'un quand même qui est d'une extrême compétence. Jean-François Bergmann, on avait prévu de parler de plein d'autres choses, mais la rosuvastatine qui maintenant va avoir toutes ces mesures, vous en pensez quoi ? On va parler de régulation de la prescription, donc trouver des solutions intelligentes, simples, claires. Et là, on a fait bête, opaque. Et donc, c'est quoi ? C'est le Crestor, rosuvastatine, une bonne petite statine. Les étimibes, probablement un non-médicament. On va avoir l'étude de mortalité dans quelques semaines. Il paraît qu'elle sera négative. Donc voilà, on a une statine. Il faut que les gens en prennent. Il paraît que c'est bien. Et on a un non-médicament. Moi, ce que je propose, c'est de baisser le prix de la statine. Comme ça, ça fera des économies et puis tout le monde pourra en avoir. Puis enlever les étimibes. J'ai eu la chance de prendre le petit déjeuner avec notre directeur de l'assurance maladie qui me disait que c'était pas aussi simple que ça de baisser le prix de la statine et que c'était la seule. Moi, j'en sais rien. Moi, je soigne des malades à Barbès. Mais en tout cas, de faire un accord préalable, attendre l'avis de la Sécu pour prescrire un médicament qu'on nous dit bon, je vois pas d'ailleurs pourquoi s'il est bon, on le réserverait en deuxième intention, s'il est bon autant que tout le monde l'est. Sauf que c'est peut-être une mesure que Jean-Luc Arousseau avait dans ses cartons et que c'est quelque chose que vous aviez anticipé, ou vous avez pensé quoi quand vous avez vu ? Parce qu'en plein moment, on va parler de liberté de prescrire, effectivement, ça paraît quand même une sorte de provocation. Bon, d'abord, merci de m'avoir traité de centriste. C'est bien, centriste, ça veut dire modéré. Donc j'espère que je vais être modéré. Quelquefois, ça veut dire mou. Pas être trop ça, mou. c'est votre vision que vous avez du centrisme. Je suis désolé. Quelquefois, ça veut dire aussi... Est-ce que Borloo est quelqu'un de mou ? Il fait plus de politique, à ma connaissance. Oui, d'accord, mais c'est pour vous dire qu'il y a des centristes qui ne sont pas forcément... Bon,
D'abord, je crois qu'il faut replacer la décision dans le contexte. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? C'est évidemment à cause des problèmes économiques et à cause du fait qu'il faut des ONDAM qui vont être de plus en plus serrés. Je parle devant des députés. Je pense qu'ils vont nous sortir des ONDAM à 2 et moins de 2. Donc, bon, il faut faire des économies. Il se trouve qu'on attend tous des réformes de structure, mais que c'est beaucoup plus difficile de mettre en place des réformes de structure et d'organisation des soins que de faire des coups de rabot sur différents domaines. Et coup de rabot, pour moi, ça veut dire d'élaguer les arbres les plus touffus. Donc, parmi ceux-là, il y a le médicament. Au passage, le médicament, c'est 15-16% des dépenses de santé. Alors, jusqu'à présent, on a fait des élagages en baissant les prix. Le CEPS a baissé les prix, 1 milliard par an depuis 2 ou 3 ans. Là, pour la première fois, on s'attaque par une mesure qui n'est pas utilisée habituellement pour le médicament, mais plutôt pour les actes, on s'attaque à la prescription. Alors pourquoi? Parce que la France est un cas particulier. La molécule est excellente, mais elle est chère. Ce qui fait qu'elle n'est pas autorisée dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne, ce qui fait que nous, 30% des statines, c'est le Crestor, alors que dans les principaux pays européens, c'est 6-7%. Donc on avait fait, nous, en 2010, une évaluation médico-économique des statines pour dire que la rosuvastatine n'était pas efficiente et pour dire que dans la majorité des cas, pravastatine, simvastatine suffisaient largement et étaient donc plus efficientes. Et vous avez dit ça il y a 2 ans et il a fallu... 2010. Ouais, bon. Et alors, donc, personne ne vous écoute? On en reparlera. Vous dites ça il y a 2 ans et au bout de 2 ans, hier, il y a une mesure brutale qui arrive. Donc, on en reparlera. Je donnerai des exemples dans lesquels les recommandations de la HAS servent pour améliorer la qualité et l'efficience des soins. Mais là, force est de constater qu'on n'a pas été écouté. Alors, j'ai entendu la CSMF, Jean-Paul Ortiz qui est dans la salle. Je vais le citer dans un instant. Très bien. Il a utilisé le terme maîtrise comptable. Et moi, je me permettrai, avec le respect que je lui dois, de ne pas être d'accord. Il s'agit, le cas échéant, d'une maîtrise médicalisée, puisque ce sont bien des médecins qui ont fait le rapport coût-efficacité. Il faut faire très attention à ça. Il ne s'agit pas de dire ça coûte trop cher, il s'agit de dire que le rapport coût-efficacité n'est pas bon. Donc voilà, moi je pense qu'il faut suivre les recommandations. Jusqu'à présent, les médecins n'ont pas été éduqués à ces notions d'efficience. C'est une notion importante, notamment dans la conjoncture actuelle. Mais est-ce qu'à terme, ce n'est pas d'autres classes de médicaments qui sont visées derrière cette mesure? On pense aux anticoagulants directoraux, par exemple. Oui. Est-ce que c'est pas ce qui va... C'est un plus gros gibier que les étimibes, qui est un non-médicament, j'insiste. Ouais, ouais. Donc, vous pensez qu'à terme, c'est derrière cette mesure, il y a peut-être d'autres choses. Alors, on a cité... Oui. Juste pour dire qu'il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi les prescriptions d'actes médicaux, et en particulier, la HAS a été suivie sur un point très précis, qui est le dosage de la vitamine D. Ça avait été augmenté par 10 depuis 2005. On prescrivait, sans doute souvent à bon escient, mais quelquefois poussé par le patient, notamment parce qu'il a lu, ou elle a lu dans elle, qu'il fallait doser la vitamine D. Donc voilà, ça a été multiplié par 10. Nous avons fait des recommandations de bonne utilisation, et l'assurance maladie a immédiatement traduit ça en mesures demandant aux médecins, alors c'est évidemment de la paperasserie, mais demandant aux médecins de préciser que c'est bien dans le cadre des référentiels. Attendez, là, vous m'emmenez sur un terrain qui consiste à dire que la HAS fait plutôt bien son boulot. C'est pas le thème du débat aujourd'hui. Non, le thème du débat, c'est la liberté de prescription. Voilà. Alors, je vais vous citer Jean-Paul Ortiz. C'est pas parce qu'il est en face de moi. Il a dit, je le cite, « Bientôt, on devra demander à l'assurance le droit d'exercice, c'est du grand n'importe quoi », fin de citation. Alors, les médecins, on a dit profession libérale. La liberté, c'est quand même c'est l'acte fondateur de cette médecine, on est d'accord? Liberté de prescrire. Mais enfin, regardez ce que c'est qu'aujourd'hui, on est dernier à l'examen national classant. On a 1 sur 1000, on peut être interne n'importe où. Il y a 60 postes vacants à Paris. On a le droit de voir 80 malades par jour. On a le droit d'aller à 0 formation continue. On a le droit d'exercer jusqu'à 90 ans. On a le droit de ne pas avoir d'informatique. Pour vous, arrive à la conclusion qu'il n'y a pas plus libre que cette profession. Donc on commence à faire de la formation continue, obligatoire recertifiante, et après,
on pourra s'intéresser au problème de la liberté. Mais alors, quand on dit la suppression de la liberté de prescrire inquiète beaucoup de monde, sauf vous m'avez dit, moi après tout, je serais pour même me l'interdire. Alors c'est provocateur parce que parce que je suis stalinien, mais voilà. il y a la Corée du Nord après. J'ai fait la visite du chef, là il a disparu. Il a disparu. 3 semaines, le chef de la Corée Non mais du Nord. j'ai fait la visite mercredi et j'ai dit à l'équipe, bon, qu'est-ce que je leur dis samedi? C'était les internes, les externes, sexe ratio 9 filles pour un garçon, moyenne d'âge 30 ans. Quelle chance. Ouais, c'est super. Au collège de la HAS, il y a 8 hommes, pas une femme. j'ai appris qu'il classait les journalistes en fonction de leur physique aussi. C'est vous dire que j'avais pas beaucoup de chance avec lui. Eh bien, ces jeunes femmes futurs médecins, elles m'ont toutes dit, mais dites-leur qu'il faut supprimer la liberté de prescrire, de faire n'importe quoi. Le seul problème, c'est que les décideurs, c'est 9 hommes pour une femme, et ils ont 60 ans. Et c'est tout le problème. Les femmes, elles sont tout à fait, qui sont les médecins d'aujourd'hui et de demain, elles sont tout à fait d'accord pour un cadrage de la prescription, mais même un cadrage assez autoritaire. Jean-Luc, vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne. Est-ce que cette liberté est une exception française ou pas? Ah bah, en tout cas, enfin, moi je suis médecin hospitalier, je n'ai jamais fait de clientèle privée, mais je suis un ardent défenseur de la médecine libérale. Je pense que c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés. Et je voudrais juste rappeler les 5 principes de la médecine libérale qui sont dans le Code de la sécurité sociale. C'est le libre choix du médecin par son malade, libre choix de l'installation, secret professionnel, paiement direct des honoraires et liberté de prescription. Alors qu'est-ce que ça veut dire liberté de prescription? Je voudrais me référer à la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Alors, je pense qu'actuellement, il y a une évolution. Nuire à autrui, c'est d'abord nuire à son patient, prendre des décisions qui pourraient nuire à son patient. Globalement, en France, les médecins font bien leur boulot. Évidemment, il y a toujours des cas, mais les médecins font bien leur boulot. Et si vous vous souvenez, il y avait 2 ans ici, il y avait Victor Rodwin qui était venu et qui avait parlé de amenable mortality, la mortalité évitable par les soins, l'organisation des soins. Eh bien, on est toujours premier. Alors donc, le problème que l'on a... Alors, il n'y a pas pour tout, ouais. Mais puis c'est global. Mais ce que je crois, c'est que nuire à autrui, maintenant, c'est nuire à la société. Et de plus en plus, les décisions des médecins, il faut qu'ils soient conscients que leurs décisions impliquent... Et vous nous décrivez un petit peu... Vous ne pouvez pas me laisser finir. C'est important ce que je vais dire. Implique des choix parce que l'enveloppe budgétaire est de plus en plus restreinte. Et donc, ce qu'on va dépenser en trop sur un domaine, par exemple les statines, c'est ce qu'on aura en moins pour le développement de l'innovation, par exemple les nouveaux traitements de l'hépatite C. Donc voilà, je pense que nuire, c'est nuire évidemment aux patients, mais c'est nuire à la société, nuire à la pérennité du système social français. Donc on n'a pas été formés pour ça. Nous deux, on n'a pas été éduqués à la faculté de médecine à ce que c'est que la médico-économie et l'efficience. Ça commence à venir, mais je crois qu'il faut que les médecins en tiennent compte. Vous êtes attaché à la liberté de prescrire, vous nous faites... C'est un peu un monde de bisounours qu'on décrit là. Mais so what? Maintenant, vous dites, bon, il ne faut pas nuire. Comment on s'organise pour justement... Parce que le thème, c'est liberté de prescrire, mais régulation indispensable. C'est la HAS la bonne parole? Écoutez, vous m'avez accusé de parler de la HAS. Il n'y a pas que la HAS. Non, mais est-ce que vous notre rôle, c'est Je pose la question, donc ça, vous ne serez pas taxé. Oui. Voilà. Merci, donc la réponse est oui. On l'avait répété avant. La réponse est oui. Alors comment ça se rédige, les bonnes pratiques? Parce qu'on a l'impression que vous êtes en retard un peu sur la technologie. Ça a été longtemps illisible dans la vraie vie. Je vais vous donner juste un exemple. Tiens, j'ai pensé à vous pendant 8 jours cet été. J'ai eu une angine. Et j'avais la HAS dans mon lit, si j'ose dire. Ma femme qui me disait non, tu ne prendras pas de corticoïdes parce que... Ouais, c'était l'assurance maladie, là. Oui, mais les antibiotiques, c'est pas automatique. Non, ce n'est pas les antibiotiques, là je parlais des corticoïdes. C'est-à-dire simplement, après j'ai regardé, je me suis promené sur les blogs et en fin de compte, c'est évident que ces espèces de politiquement correct et dogmatisme de ce qu'il faut faire, est-ce qu'on n'est pas arrivé un peu au bout de tout ça? Alors la question c'est... Comment est-ce que les médecins peuvent, tout en gardant leur liberté de prescription, participer à la régulation?
Donc effectivement, il faut suivre les référentiels. Encore une fois, on n'est pas les seuls. Et au contraire, je pense que les médecins ne manquent pas d'informations. Il y en a partout, y compris sur Internet, y compris sur les applications. La question, c'est d'avoir les référentiels qui sont les plus adaptés et les plus actualisés. Et nous, notre problème, c'est qu'avec les moyens dont nous disposons, qui, comme vous l'imaginez, ne vont pas en augmentant, on a un peu de peine à suivre. La médecine évolue très vite. Donc il faut absolument que nous travaillions encore plus avec les professionnels, avec les conseils nationaux professionnels, avec les sociétés savantes, pour faire qu'il y ait une sorte de veille scientifique qui permette aux médecins de pouvoir tout de suite trouver l'état de l'art. Mais il y a une grosse difficulté pour nous. On nous accuse souvent, d'une part, de ne pas aller assez vite, mais d'autre part, de ne pas être lisible. Et c'est vrai que par le passé, nos recommandations, c'était 150 pages. Évidemment, un médecin ne peut pas lire ça. Donc on a fait un gros effort pour que nos recommandations maintenant soient sous forme très simple, de fiches mémo, de points clés. Donc voilà, effectivement, la HAS donne une bonne parole. Mais en clair, vous en avez un peu marre qu'on trouve que la HAS, qu'on mette toujours le débat sans prendre en fait en compte que vous bossez beaucoup depuis au moins depuis que vous êtes à la tête de la HAS. Oh non, mais c'était sûrement très bien avant aussi, mais c'est pas ça. Non, mais c'est vrai que, juste pour dire qu'effectivement, on n'est pas assez connu, puisque hier, il y avait un débat sur le choix des usagers. On a fait allusion au classement du point, de l'Express, du Nouvel Obs. On n'a pas fait allusion à la certification des établissements de santé et au site de la HAS qui s'appelle Scope Santé. Oui, ça s'appelle non, pas de la pub, ça s'appelle de l'information. Confondez pas la pub, la communication et l'information, c'est pas la même chose. Mais alors, quand on a préparé le débat, à un moment, je vous ai trouvé tous les deux très Troisième République, vous m'avez dit, vous allez voir. Le credo, ça devrait être la fierté de bien faire, être bon avec les malades. Alors ça, bon, vous m'avez surpris tous les deux que vous m'avez dit ça. Parce que, oui, c'est beau, mais bon. Alors d'abord, parenthèse, quand on a les angines virales, ça dure 8 jours. Donc si on prend des corticoïdes le 7e jour, on dit toujours que les corticoïdes, ça marche. Oui, alors il y a un truc. Non, attendez. Attendez, voilà. Là, on est en plein dans le dogmatisme. Non, on est dans le dogmatisme. Je vais vous dire une chose. Quand vous ne pouvez plus avaler, vous êtes au point où vous allez vous mettre à pleurer parce que vous ne pouvez plus avaler et que vous avez un copain qui vous dit « Mais t'es con, prends des corticoïdes, 1 heure après c'est fini. » 1 heure après c'est fini. Donc depuis que la HAS distribue des streptotests, on fait des streptotests qui sont négatifs, on dit « Super, il n'y a pas de streptocoque » et on prend des corticoïdes. Et du coup, quand on a une angine à anaérobie, on fait le phlegmon. Donc c'est compliqué la médecine. Non, vous êtes de ceux que ça ne dérange pas que le malade souffre. L'essentiel, sa vie n'est pas en danger, mais il souffre. Et ça, c'est pas grave, c'est un autre débat. Je réponds. On va aller sur... Non, mais allons sur qu'est-ce que vous appelez être bon, faire bien. Alors, faire bien, c'est être bien formé, continuer à être formé, avoir un référentiel. Vous êtes déjà allé sur le site médicaments.gouv ? On n'y va qu'une fois dans sa vie, hein, plus jamais. Donc, avoir un référentiel... Pour eux qui ne disent pas la même chose du site HAS... Médicaments.gouv, vous allez chercher les bateaux pour vous faire moitié le site ANSM et pour l'autre moitié le site HAS. Achetez le British National Formulary, c'est grand comme un livre de poche, il y a tout. Mais on n'est pas obligé d'aller sur les sites. Non, mais quand on a demandé, il faut faire un référentiel français de prescription et de thérapeutique. Le British Formulary, c'est 13 personnes plein temps, une édition tous les 6 mois. Ça, c'est actualisé. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, la France n'a pas mis les moyens de faire un French Formulary, un répertoire français de thérapeutique, qui serait la référence tous les 6 mois, qui serait un bon document. Et derrière ça, un truc ils font adorer les syndicats de médecins, le codage des actes en ville. Comme ça, on peut savoir ce que font les médecins et faire une corrélation entre le diagnostic et la prescription. Comment vous mettez tout ça en pratique ? Parce que d'abord, la bonne conscience du fallait faire, c'est fait, faut être bon. D'abord, est-ce qu'elles sont opposables, ces références qu'on doit ? Vous êtes carotte ou bâton, vous ? Carotte, bâton, ça dépend, il faut tout. Et puis amour, amour. C'est lui qui est centriste. C'est lui qui est centriste. Alors lui, l'amour, carotte, bâton. Mais non, je veux être stalinien. Ah oui, mais là, vous n'en prenez pas le chemin. On va vous donner une leçon de centrisme. Non, mais on fait ce que je veux dire, la reconnaissance par les pairs, ça marche. Je suis convaincu que ça marche, à condition que ça soit fait intelligemment. Quand les médecins se réunissent, qui discutent des cas et qui prennent des décisions. L'evidence-based medicine, c'est pas que de l'évidence, c'est aussi la volonté du patient, la volonté du malade, et c'est ça qui fait la subtilité de notre métier. Mais si on ne l'encadre pas, et si on ne nous donne pas un cadre, et j'insiste sur le codage des diagnostics que détestent les ordres, qui sont vraiment
les ordres, quoi. Et que détestent les syndicats parce qu'ils ont peur de voir là une vision de l'exercice médiocre, parce qu'il y a un exercice médiocre. Non, on nous a dit tout à l'heure qu'il n'y a que des bons médecins en France. Oh, mais si, tu vas dans une pharmacie, tu regardes les ordonnances qui tombent, tu es sur le cul, quoi. Donc, le codage des... si on voit écrit « venu parce qu'il a mal au ventre », diagnostic, gastroentérite, prescription, motilium, Tiorfan, Augmentin, au goulag. Alors là, il est vraiment stalinien. Ouais. Voilà. Et c'est quand même je suis ravi que vous applaudissiez des staliniens, c'est bien, ça prouve qu'il y a encore un noyau dur dans la santé. Mais pour l'instant, il est Corée du Nord, Staline. Mais donc, qu'est-ce que vous en pensez En fait, opposable ou pas déjà? Oui, c'est une question très importante. En fait, on a actuellement 3 moyens pour faire en sorte que les médecins suivent les référentiels. Le premier moyen, c'est le contrôle-sanction. Bon, ça a été fait par le passé. Bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. Il y a longtemps et je n'étais pas à la HAS. Mais c'est un moyen, et c'est un moyen qui est utilisé dans d'autres pays. Deuxième moyen, qui est celui qui est actuellement choisi, qui est le moyen de l'incitation financière par les rémunérations sur objectifs de santé publique mises en place par l'assurance maladie, et au passage par une incitation financière à l'amélioration de la qualité dans les établissements de santé, l'IFAC, donc par la DGOS. Donc voilà, actuellement en France, on met en place ces incitations financières. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Bon, il y a d'autres pays qui sont en avance par rapport à... l'Angleterre, par exemple, les États-Unis, enfin tous les pays anglo-saxons ont mis en place des incitations financières qui s'appellent les P4P, Payment for Performance. Et on voit bien que les publications montrent que les résultats en termes d'indicateurs de qualité des soins et voire d'indicateurs de mortalité sont assez modestes ou variables. Mais finalement, c'est peut-être pas le but je parle sous son contrôle, qui est recherché par le directeur général de l'assurance maladie. Le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une rémunération des praticiens uniquement à la quantité, uniquement à l'acte. Donc c'est une diversification des modes de rémunération vers plus de qualité. C'est un bouleversement quand même dans la façon de travailler. Oui, mais je pense que c'est de la politique conventionnelle, donc je pense que les syndicats médicaux, vous pourrez leur demander, sont d'accord avec cette évolution. Donc, alors, le troisième moyen, et là je rejoins le stalinien, je pense que on a moyen de faire en sorte que l'information, la diffusion de cette information permettent aux professionnels de faire le bon acte, le bon usage du médicament, le bon usage de la prescription. Alors comment on fait ? Je veux dire, si c'est fait d'en haut, si c'est imposé d'en haut, ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut que ça soit fait avec les professionnels eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut que toutes nos constructions, toutes nos publications soient faites avec eux, diffusées par l'assurance maladie, diffusées par le Conseil national de l'ordre. Bon, moi, je ne suis pas spécialement pessimiste. Évidemment, on a beaucoup de chemin et je partage l'avis du professeur Bergman. Il y a beaucoup de prescriptions qui sont simplement ineptes. Mais pour vous donner juste un exemple, et pour dire que quelquefois, quand les professionnels se prennent en main, ça marche, je vais vous donner l'exemple de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, la HAS, avec les praticiens, a mis en place un indicateur de bonne pratique à la sortie de l'hôpital après un infarctus. C'est la prescription de 4 molécules, le fameux indicateur BASI, donc bêta-bloquant, anti-agrégant, statine et inhibiteur de l'enzyme de conversion. C'est aussi un indicateur de qualité des établissements de santé. Et bien, ça marche dans 96% des cas. Et il se trouve, c'est sans doute pas la seule explication, mais il se trouve que la mortalité par infarctus en France, d'après le rapport de l'OCDE de 2014, eh bien on est le 2e pays au monde, enfin dans les 30 pays de l'OCDE. Donc voilà, c'est un exemple comme quoi ça peut marcher. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de ce débat. Est-ce que l'avenir, c'est pas la machine, justement, d'utiliser ? Est-ce qu'on utilise assez tous les moyens qu'il y a aujourd'hui de contrôle intelligent, d'aide ?
Non, la vraie prescription, ça sera toujours le cerveau. Et c'est facile de faire des diagnostics avec des machines, mais de faire une décision C'est vrai que thérapeutique... vous avez un stéthoscope et pas d'échographe, quoi. Ah ouais. Ben oui, mais bon, on peut pas... Non, mais non, la prescription est individualisée, mais elle a des bornes, elle est normée. Et je rebondis sur ce que vient de dire M. Arrousseau. Quand on a une reco qui est appliquée à 96%, à la limite, on n'avait peut-être pas besoin, puisqu'elle est déjà bien appliquée. Quand on voit que... il y a 20% des malades qui meurent d'un cancer à l'hôpital qui ont eu une chimio dans les 15 jours qui ont précédé leur mort. Il y a des gens qui ont des 5e lignes dans le cancer du pancréas. Il y a des pentathérapies en cancéro. Des fois, on se dit, mais on est fou. Et ça coûte plus cher qu'un comprimé de statine. On a envie de vous voir avoir un jour des fonctions importantes. Ah bon, non, mais vous en venez, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais parce que je les faisais chier. Moi, je m'en vais dans 2 ans et demi, si... Donc, je suis très bien, moi, dans ce que je fais. Non, mais justement, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de solutions, qu'elles ne sont pas appliquées, qu'elles sont à portée de la main. Oui, et parce qu'on est tétanisé par des équilibres à la con, parce qu'on ne veut pas vexer machin, parce qu'on ne veut pas faire peur à truc. Le codage des diagnostics, les référentiels, c'est facile, sauf que ça fait peur. Alors on fait de la mesurette à la con pour demander un accord préalable pour un non-médicament. Malheureusement, moi je fais de la radio et j'en termine toujours mes émissions au moment du carillon. On est à 53 secondes du carillon. Les informations, c'est pour après. Vous avez effectivement 25 secondes chacun pour conclure. Et la pub, il y a la pub avant les informations. La pub, je vais la faire après, vous en faites pas. Bon, les machines, ce qui est indispensable, c'est l'informatisation. Parmi les... Oui, parce que vous avez vu, il balaye ça d'un revers de main. C'est absolument indispensable, à la fois pour que les médecins aient leur activité et ensuite pour qu'ils puissent avoir les messages. Et donc nous travaillons beaucoup sur des données extrêmement simples. On a appelé ça des datasets, des jeux de données, avec lesquels les médecins rentrent des données très simples et dans leur logiciel métier peuvent avoir des informations concernant des alertes pour les aider. On a fait certifier les logiciels d'aide à la prescription. Ça doit aider les médecins à avoir des prescriptions adaptées. Et je termine juste, puisque c'est la pub maintenant, en disant que le problème dont nous parlons, c'est le problème de la pertinence et de l'efficience des actes. Et il faut que les médecins, à l'aide effectivement de leur logiciel métier, puissent avoir des prescriptions pertinentes et efficientes. On va nous couper la lumière, donc une conclusion. Non, je pense que les médecins sont prêts à avoir un cadre qui les aide dans leur décision de prescription. Il suffit qu'on dise on a le droit d'utiliser l'Avastin dans l'œil pour la DMLA et ils le feront, sauf qu'on a les chocottes de le dire. Vous vous rendez compte que quand même on a fini ce débat, à aucun moment on a dit le mot patient et à aucun moment on a parlé des patients. C'est pas vrai. Non, si. On n'a pas du tout imaginé de dire quel était le... On passe sa vie à ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en pensent de cette liberté? On a mis le patient au centre du débat. Bon, d'accord. Ils nous aiment. En tous les cas, merci J'aurais préféré des applaudissements, voilà, c'est mieux. Et...